90% des gens se trompent quand on leur demande qui gagnerait un combat entre un lion et un tigre. Les scientifiques ont mesuré la force de morsure, la masse musculaire et la tactique de combat, et le résultat est sans appel. Aujourd'hui, vous saurez si vous faites partie de ces 90% ou si vous êtes de ceux qui, depuis toujours, connaissaient la réponse. Lion contre tigre. Qui est le véritable roi des animaux? Qui l'emporterait dans un affrontement direct? C'est une question aussi vieille que la civilisation humaine, et aujourd'hui, on va enfin la traiter comme elle le mérite. Pas d'impression, pas de guerre de fans, pas de bêtises glanées sur les forums, de la science pure, des données réelles et des archives historiques qui parlent d'elles-mêmes, alors installez-vous confortablement parce que ça va être intense. Avant de plonger dans les chiffres et les faits, mettons une chose au clair. Ce débat est probablement, sur Internet, l'un des plus enflammés, juste après celui de savoir s'il vaut mieux avoir un chien ou un chat. Il suffit d'ouvrir n'importe quel forum, les commentaires sous une vidéo YouTube ou une publication sur les réseaux sociaux, et on tombe immédiatement sur deux camps irréconciliables. D'un côté, les fervents défenseurs du lion. Pour eux, le lion incarne la force, la majesté et la dignité royale. On l'appelle bien le roi des animaux, non? Il porte une crinière comme une couronne, marche la tête haute, rugit à faire trembler la savane. Pour ces personnes, la simple idée qu'un tigre puisse battre un lion relève presque de l'insulte. De l'autre côté, les fans du tigre, qui mettent en avant sa force écrasante, son mode de vie solitaire, sa capacité à tuer des proies bien plus grosses que lui. Ces gens affirment que tout le mythe du roi des animaux n'est qu'un argument marketing vieux de plusieurs millénaires, et que si les deux félins se retrouvaient face à face, la réalité serait très différente de ce que la plupart des gens imaginent. Et vous savez ce qu'il y a de plus amusant dans tout ce débat? Les deux camps argumentent la plupart du temps avec leurs émotions, pas avec des faits. Ils disent des choses comme « Je sais juste que le lion gagnerait parce que c'est le roi » ou à l'inverse « Le tigre est plus grand, donc c'est évident qu'il mettrait le lion en pièces. » Sauf que la science ne fonctionne pas comme ça. La science ne demande pas ce que vous ressentez. La science demande ce que disent les données, et c'est précisément pour ça qu'aujourd'hui, on va faire ce que la plupart des guerriers du clavier n'ont jamais fait. Regardez les chiffres bruts. On va comparer le poids, les dimensions, la force de morsure, l'anatomie musculaire, la tactique de combat, et même les archives historiques des époques où lion et tigre se sont réellement rencontrés. Et ensuite on donnera un verdict clair, compréhensible, étayé. Pas de « peut être », pas de « ça dépend des circonstances », juste une réponse. Le premier grand choc, les proportions physiques. Commençons par la base, ce que tout le monde devrait savoir avant de se lancer dans ce débat, les statistiques corporelles brutes. Et c'est justement là qu'intervient la première grande surprise pour beaucoup de gens. Quand on dit lion, la plupart d'entre nous imaginent un animal massif à l'immense crinière, un véritable colosse de la savane. Et c'est vrai, le lion est effectivement impressionnant. Un mâle adulte de lion d'Afrique pèse en moyenne entre 170 et 220 kg. Des individus exceptionnels documentés ont atteint environ 250 kg, mais ce sont de vrais extrêmes. Au garrot, le lion mesure environ 120 cm. La longueur totale du corps, queue comprise, tourne autour de 270 à 300 cm. C'est, sans conteste, un animal impressionnant. Si vous croisiez un lion mâle adulte dans la nature, ce serait probablement le plus grand prédateur que vous ayez jamais vu. Mais voilà le tigre, et c'est là que la surprise commence, car beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point le tigre est en réalité imposant. Un mâle adulte de tigre du Bengale pèse en moyenne entre 220 et 260 kg. Et si l'on regarde le tigre de Sibérie, aussi appelé tigre de l'amour, on arrive à un poids moyen entre 220 et 280 kg. Des individus records de tigres sibériens ont dépassé les 300 kg. Au garrot, le tigre mesure environ 100 à 110 cm, donc un peu moins haut que le lion, mais sa longueur totale est comparable, voire supérieure. Et voici le détail clé. Le tigre est plus compact, plus densément musclé et plus lourd. Ce poids ne va pas en hauteur, il va en largeur
et en épaisseur de tissu musculaire. Mettons ça en perspective. Un tigre du Bengale moyen pèse environ 20 à 30 kg de plus qu'un lion d'Afrique moyen. Le tigre de Sibérie est même plus lourd de 40 à 60 kg. C'est un écart énorme. Imaginez deux combattants dans la même catégorie de poids et imaginez ensuite que l'un des deux pèse 50 kg de plus. Dans n'importe quel sport de contact, c'est un fossé qu'aucune technique ni aucun courage ne peut compenser. Et ce n'est pas seulement une question de poids en soi, c'est la façon dont ce poids est réparti. Quand on observe la morphologie du lion et du tigre côte à côte, la différence saute aux yeux. Le lion a des pattes plus longues, une silhouette plus haute, une allure plus élégante. Son corps est conçu pour l'endurance, l'interaction sociale, pour paraître imposant au sein d'un groupe. La crinière amplifie l'impression visuelle de taille et sert de signal de dominance envers les autres mâles. Le tigre, à l'inverse, ressemble à une machine pure. Son corps est plus bas, plus large au niveau des épaules, avec des pattes avant massives et un cou incroyablement puissant. Il est conçu pour la force explosive, pour des attaques courtes et dévastatrices, pour terrasser une proie d'un seul choc et la maintenir au sol. Une étude de 2013 publiée dans la revue Mammalian Biology a comparé le rapport masse musculaire, masse corporelle totale chez les grands félins. Les résultats ont montré que les tigres présentent un pourcentage plus élevé de tissu musculaire actif par rapport à leur masse corporelle totale que les lions. Autrement dit, le tigre n'est pas seulement plus lourd, il a proportionnellement plus de muscles purs dans ce poids. Le lion, lui, possède une part relativement plus importante de tissu adipeux, ce qui est lié à son mode de vie dans la savane ouverte, où il a besoin de réserves énergétiques pour les périodes où le groupe ne parvient pas à chasser pendant plusieurs jours. Résumons ce premier point. Le tigre est plus lourd, plus compact, plus musclé. Le lion est plus haut, visuellement plus impressionnant grâce à sa crinière, mais en masse musculaire pure, il est distancé par le tigre. C'est la première surprise pour tous ceux qui ont toujours cru que le lion était le plus grand des deux. Ce n'est pas le cas, et ce n'est que le début. La force de morsure, un écart qui donne le vertige. Passons maintenant à l'un des paramètres les plus intéressants dans les débats sur les combats de prédateurs, la force de morsure. Et là, il se passe des choses qui méritent vraiment qu'on s'y arrête. La force de morsure se mesure en PSI, l'abréviation anglaise pour livre par pouce carré. Plus le chiffre est élevé, plus la mâchoire serre fort. Pour comparer, un être humain adulte moyen a une force de morsure d'environ 162 livres par pouce carré. Le berger allemand, l'une des races de chiens les plus puissantes en termes de mâchoire, atteint environ 238 livres par pouce carré. Et maintenant, attention. Le lion d'Afrique a une force de morsure mesurée d'environ 650 livres par pouce carré. C'est 4 fois plus qu'un humain et presque 3 fois plus qu'un berger allemand. Le lion peut broyer des os de taille moyenne, transpercer la peau et les muscles de pratiquement n'importe quel mammifère de la savane africaine. C'est une arme redoutable. Mais le tigre a une force de morsure mesurée d'environ 1050 livres par pouce carré. Je le répète, parce que beaucoup de gens n'y croient pas la première fois qu'ils entendent ce chiffre, 1050 livres par pouce carré, soit plus de 60% de plus que le lion. En valeur absolue, c'est un écart de 400 livres par pouce carré, ce qui, à lui seul, dépasse la force de morsure de la plupart des grands chiens. Les mâchoires du tigre peuvent littéralement broyer le crâne d'un buffle adulte. Elles peuvent transpercer le fémur d'une vache. Elles peuvent, d'une seule morsure, briser la colonne vertébrale d'un cerf de taille moyenne. Pourquoi cet écart est-il si spectaculaire ? La réponse se trouve dans l'anatomie du crâne et des muscles masticateurs. Le tigre a un crâne relativement plus court et plus large que celui du lion, ce qui signifie que ses muscles masticateurs, notamment le muscle temporal et le muscle massété, disposent d'un levier plus court, mais d'une section beaucoup plus large. Imaginez la différence entre une pince à long bras et une pince à mâchoire courte mais large. La seconde a une portée moindre, mais au point de serrage, elle génère une pression énorme. C'est exactement comme ça que fonctionnent les mâchoires du tigre. De plus, le tigre a des canines plus longues. La longueur moyenne des canines supérieures chez un tigre du Bengale adulte est d'environ 7-5 cm
et jusqu'à 9 cm chez des individus exceptionnels. Le lion a des canines supérieures d'une longueur moyenne de 6-5 cm. Cette différence d'1 centimètre peut sembler minime, mais elle est en réalité déterminante car les canines des félins fonctionnent comme des poignards qui s'insèrent entre les vertèbres de la proie et sectionnent la moelle épinière. Chaque millimètre supplémentaire augmente la probabilité d'une mise à mort instantanée d'une seule morsure à la nuque, technique que les tigres privilégient justement lors de la chasse. Pour mieux situer les choses, comparons le lion et le tigre à d'autres prédateurs. Le jaguar, nettement plus petit que les deux, a une force de morsure d'environ 1500 livres par pouce carré, encore plus élevée que celle du tigre, mais le jaguar ne pèse qu'environ 100 kg, sa stratégie est donc totalement différente. L'ours grizzly atteint environ 1200 livres par pouce carré. Le crocodile marin, champion absolu du règne animal, a été mesuré à plus de 3700 livres par pouce carré. Mais parmi les félins, le tigre est le grand vainqueur en force de morsure, le lion arrivant en seconde position, loin derrière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Dans un combat entre deux grands félins, la force de morsure joue un rôle clé, car l'objectif final de tout affrontement est de placer ses mâchoires sur le cou ou la nuque de l'adversaire. Et sur ce plan, le tigre possède un avantage décisif. S'il parvient à refermer ses mâchoires autour du cou du lion, la probabilité que le lion parvienne à se dégager de cette prise est nettement plus faible que l'inverse. Les mâchoires du tigre sont comme un étau industriel. Une fois refermées, elles ne se rouvrent que lorsque le travail est fini. Mais attention, la force de morsure n'est pas tout. C'est un paramètre important, mais un combat entre deux prédateurs est bien plus complexe que ça. Et c'est précisément pour ça qu'on va maintenant s'intéresser à quelque chose de être encore plus important qu'un chiffre isolé, la manière dont les deux prédateurs se battent réellement. Deux styles de combat radicalement opposés. Le lion et le tigre sont tous deux des félins, tous deux du genre Panthera. Tous deux sont des super prédateurs de leur environnement, mais les similitudes s'arrêtent en grande partie là, car leur stratégie de chasse et leur style de combat diffèrent de manière si radicale que c'est presque comme comparer deux types d'armes totalement différents. Le lion est un joueur d'équipe. C'est le seul grand félin qui vit en groupes sociaux stables, en troupe. Une troupe de lions typique se compose d'1 à 3 mâles adultes, de plusieurs femelles apparentées et de leurs petits. Et la chasse est essentiellement l'affaire des femelles. Les lionnes chassent en groupes coordonnés, encerclent leur proie de plusieurs côtés, communiquent par des signaux subtils et attaquent en vague. C'est une stratégie de groupe sophistiquée, qui ressemble davantage à une opération militaire qu'à une chasse individuelle. Le lion mâle participe moins souvent à la chasse. Son rôle principal au sein de la troupe est différent. Il protège le territoire, repousse les mâles concurrents et garantit à la troupe un espace de vie sécurisé. Cela signifie qu'un lion mâle adulte passe relativement moins de temps à chasser activement que le tigre. Il consacre l'essentiel de sa vie à gérer la dynamique sociale, à patrouiller les frontières du territoire et à des affrontements occasionnels avec d'autres mâles pour le droit de diriger la troupe. Ces combats sont généralement ritualisés. Ils se terminent souvent par le retrait du mâle le plus faible, sans blessure grave. Il existe bien sûr des exceptions. Les mâles lions peuvent se battre entre eux de façon totalement brutale. Mais en règle générale, le lion privilégie l'intimidation et la démonstration de force plutôt qu'un véritable combat à mort. Le tigre, lui, est tout l'opposé. C'est un solitaire. Il vit seul, chasse seul, tue seul. Il n'a pas de troupe pour l'aider à encercler une proie. Il n'a pas de partenaire pour couvrir ses arrières. Il doit tout gérer seul, et cela façonne son style de combat de manière fondamentale. Le tigre est un spécialiste de l'embuscade. Sa technique est simple, mais mortellement efficace. Il s'approche discrètement de sa proie à la distance la plus courte possible, généralement entre 10 et 20 mètres, puis attaque dans une charge fulgurante. L'objectif est de terrasser la proie dès le premier impact et de refermer immédiatement ses mâchoires sur son cou ou sa nuque. L'attaque entière, du premier mouvement à la mise à mort, dure souvent seulement quelques secondes. Et voici un détail essentiel. Le tigre chasse régulièrement des proies nettement plus grosses et plus lourdes que lui. Les tigres du Bengale tuent couramment des gores,
ces bisons indiens qui pèsent environ 1000 kg, soit 4 fois le poids du tigre lui-même. Les tigres de Sibérie chassent des élans et des ours bruns. Imaginez, un tigre qui pèse 250 kg attaque régulièrement et tue des ours qui pèsent 350 kg. Et non seulement il les tue, mais il le fait seul, sans aucune aide. C'est quelque chose que le lion ne fait pratiquement jamais dans la nature. Les lions en troupe chassent bien des buffles africains, qui pèsent environ 700 kg, mais ils le font en groupe coordonné de 4, 5, parfois 6 chasseuses à la fois. Un lion seul n'oserait probablement pas s'attaquer à un buffle adulte en bonne santé. C'est un risque trop grand. Et c'est précisément là qu'on touche au cœur du débat. Dans un combat hypothétique entre un lion et un tigre, le lion est seul. Il n'a pas sa troupe, il n'a pas ses lionnes pour l'aider, il n'a pas sa stratégie habituelle. C'est comme retirer un général de son poste de commandement pour l'envoyer dans les tranchées. Il peut être le meilleur stratège du monde, mais dans un combat individuel, ce sont d'autres compétences qui font la différence, et le tigre s'entraîne à ça chaque jour de sa vie. D'ailleurs, si le contenu de cette vidéo vous plaît et que vous voulez d'autres sujets sur le monde animal traités en profondeur et étayés par la science, abonnez-vous à la chaîne Mystère de la Faune et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On publie régulièrement du nouveau contenu et on a plein de sujets fascinants en préparation. Que disent les archives historiques ? Bon, passons maintenant à quelque chose qui fait sortir tout ce débat de la théorie pour entrer dans la pratique. Parce que lions et tigres se sont réellement rencontrés au cours de l'histoire, et on en a des traces. Commençons par la Rome antique. Les Romains adoraient les spectacles, et l'un des divertissements les plus prisés dans le Colisée et d'autres amphithéâtres étaient les combats d'animaux, les fameuses venationes. Les Romains faisaient s'affronter toutes sortes de bêtes, ours contre taureaux, éléphants contre rhinocéros, et bien sûr, lions contre tigres. Il existe plusieurs témoignages historiques de ces affrontements, même s'il faut rester prudent sur leur interprétation, car les chroniqueurs antiques n'étaient pas des scientifiques, et leurs descriptions pouvaient être influencées par le goût du récit dramatique. Néanmoins, un motif récurrent dans les sources romaines est frappant. Pline l'Ancien, célèbre naturaliste romain, mentionne dans son œuvre monumentale Naturalis Historia que les tigres étaient généralement considérés dans l'arène comme des adversaires plus dangereux que les lions. Martial, poète romain connu pour ses épigrammes sur les jeux du Colisée, décrit des scènes où les tigres faisaient preuve d'une plus grande agressivité et d'une plus grande vivacité dans l'affrontement direct. On ne peut évidemment pas tirer de conclusions scientifiques définitives de ces mentions littéraires, mais il est intéressant de noter que même des personnes d'il y a 2000 ans, qui assistaient de leurs propres yeux à ces combats, avaient tendance à considérer le tigre comme le combattant le plus puissant. Avançons maintenant dans le temps jusqu'au XIXe et XXe siècle, à l'époque des cirques et des ménageries. Cette période a connu de nombreux cas où lions et tigres en captivité se sont retrouvés en conflit direct. L'un des cas les mieux documentés remonte à 1911, lorsqu'un incident s'est produit dans un cirque de Manchester, en Angleterre. Un tigre du Bengale a pénétré dans la cage d'un lion. Selon les témoignages des soigneurs, le tigre a attaqué le premier et, dans un affrontement bref mais intense, a gravement blessé le lion. Le lion a dû être soigné par un vétérinaire, tandis que le tigre est sorti du conflit pratiquement indemne. Un autre cas bien connu remonte à Turin en 1935, où un tigre s'est introduit dans l'enclos d'un lion dans le zoo local. Les employés du zoo ont décrit que le tigre a immédiatement adopté une posture offensive, tandis que le lion tentait de se retirer. Lorsque le combat a néanmoins eu lieu, le tigre a répété les frappes de ses pattes avant sur la tête et le cou du lion, qui n'a pas été capable de contrer efficacement. Le personnel a dû séparer les animaux avec des jets d'eau. Il existe également des témoignages venus d'Inde, ce qui est particulièrement intéressant car l'Inde est le seul pays au monde où les aires de répartition naturelle du lion et du tigre se sont historiquement chevauchées. Le lion d'Asie, qui ne survit aujourd'hui que dans la forêt de Gir, dans l'état du Gujarat, occupait autrefois un territoire bien plus vaste qui recoupait celui du tigre du Bengale. De la période coloniale
nous parviennent des récits d'officiers et de chasseurs britanniques qui décrivaient des affrontements occasionnels entre lions et tigres. Et là encore, la plupart de ces récits suggèrent que le tigre avait l'avantage dans un affrontement direct. Particulièrement souvent cité, le journal du colonel James Skinner, daté de 1828, décrit un cas où il a fait combattre un lion captif contre un tigre pour divertir un maharaja local. Skinner a noté que le tigre s'est montré nettement plus dominant et agressif, tandis que le lion avait tendance à reculer et à éviter la confrontation directe. Bien sûr, un cas isolé ne peut pas servir de preuve définitive, mais lorsqu'on accumule ces témoignages, une tendance assez claire se dessine. Il faut aussi mentionner les cas contraires, parce que l'équité est importante. Il existe des situations documentées où le lion a vaincu le tigre. L'un de ces cas remonte à un cirque coréen des années 1970 où une tigresse âgée a succombé face à un jeune lion en pleine forme. Un autre cas, issu d'un zoo turc des années 1990, décrit une situation où un lion a mortellement blessé un tigre d'un seul coup de patte. Ces cas existent et ne peuvent pas être ignorés. Mais si l'on regarde le rapport global des cas documentés, la majorité penche en faveur du tigre. Il ne s'agit pas de dire que le lion n'a aucune chance, il en a une. Mais statistiquement, la probabilité qu'un tigre l'emporte dans un affrontement direct, 1 contre 1, est nettement plus élevée. Et maintenant, je vous pose la question. Vous vous attendiez à ça? Vous vous attendiez à ce que ces témoignages soient aussi unanimes? La plupart des gens, quand ils entendent parler pour la première fois de ces cas historiques, sont surpris parce qu'ils ont toujours entendu dire que le lion est le roi des animaux et supposaient automatiquement que cela signifiait qu'il était invincible. Mais la nature est plus complexe que les contes de fées. Ce que dit la biomécanique moderne. Bon, les archives historiques, c'est une chose, mais on vous avait promis de la science. Alors voyons maintenant ce que dit la biomécanique moderne, car c'est précisément là que se dessine le tableau d'ensemble. Et c'est précisément là que se joue le verdict final. La biomécanique est la discipline qui étudie les principes mécaniques du fonctionnement des organismes vivants. Appliquée à nos deux combattants, elle nous révèle quelque chose de véritablement fascinant sur les raisons pour lesquelles le tigre est si dangereux en combat direct. Commençons par les pattes avant, car elles constituent une arme clé dans les combats entre félins. Les félins n'utilisent pas seulement leurs mâchoires. Leurs pattes avant sont équipées de griffes rétractiles qui fonctionnent comme des lames courbes et le membre antérieur tout entier sert d'arme de frappe. Quand un tigre ou un lion assène un coup avec sa patte avant, c'est comme un coup de massue équipé d'une lame. La force d'un tel coup peut briser des os, arracher la peau et le tissu musculaire et provoquer des hémorragies internes. Et c'est précisément là que le tigre possède un avantage décisif. Une étude publiée dans le Journal of Anatomy en 2009 a analysé la structure musculaire des membres antérieurs chez plusieurs espèces de grands félins. Les résultats ont montré que le tigre possède en moyenne 15 à 20% de masse musculaire en plus dans les membres antérieurs par rapport à sa masse corporelle totale que le lion. Dans la pratique, cela se traduit par des coups de patte du tigre plus puissants et plus rapides. Mais ce n'est pas seulement une question de force de frappe, c'est aussi la manière dont le tigre utilise ses pattes avant. Le tigre a une articulation de l'épaule plus mobile et une colonne vertébrale plus flexible, ce qui lui permet de porter des coups sous plusieurs angles et avec une plus grande amplitude de mouvement. Quand deux tigres se battent, ça ressemble presque à un match de boxe. Les deux se dressent sur leurs pattes arrière et se frappent debout avec leurs pattes avant. Le tigre est évolutivement adapté à ce style de combat. Il possède des muscles abdominaux plus puissants et un bassin plus stable, qui lui permettent de garder l'équilibre même en position dressée. Le lion peut lui aussi combattre debout sur ses pattes arrière, mais il le fait moins naturellement. Les combats entre lions ont tendance à être plus courts et plus ritualisés. Le lion s'appuie sur l'intimidation, son rugissement et l'impression visuelle de sa crinière. Quand le contact physique survient, le lion privilégie les coups rapides et les tentatives de renverser l'adversaire au sol, suivies d'une tentative de morsure au cou. C'est une stratégie efficace face à d'autres lions qui jouent selon les mêmes règles, mais le tigre, lui, ne joue pas selon ces règles. Et venons-en maintenant à cette fameuse crinière. La crinière du lion est l'un des attributs les plus reconnaissables de tout le règne animal,
et l'un des arguments les plus fréquents des défenseurs du lion est que la crinière fait office d'armure naturelle, protégeant le cou du lion contre les morsures. Et ils n'ont pas complètement tort. La crinière offre effectivement un certain degré de protection. Une étude de 2006, menée par le professeur Craig Packer de l'Université du Minnesota, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du lion, a montré qu'une crinière épaisse peut réduire la gravité des blessures lors des combats entre lions. Les mâles à la crinière plus dense avaient tendance à présenter moins de cicatrices au cou et aux épaules, mais, et c'est important, cette protection a ses limites. La crinière est composée principalement de poils rêches, qui peuvent atténuer les blessures superficielles, mais n'offrent aucune protection contre une forte pression des mâchoires. Les canines du tigre sont suffisamment longues pour traverser la crinière et atteindre la peau et les tissus en dessous. Et la force de morsure du tigre est suffisamment puissante pour causer, même à travers la crinière, des blessures dévastatrices. La crinière du lion ne protège pas comme les gens l'imaginent. Ce n'est pas une armure métallique, c'est une couche de poils. Elle peut ralentir une attaque, réduire la précision d'une morsure, mais elle ne peut pas l'arrêter. Il y a en outre un aspect dont on parle moins souvent. La crinière du lion n'est pas seulement un avantage potentiel, mais aussi un inconvénient potentiel. Elle représente un poids supplémentaire qui augmente la dépense énergétique en combat. Dans un environnement chaud, qui est l'environnement naturel du lion, la crinière augmente le risque de surchauffe lors d'un effort physique intense, et face à un tigre capable de maintenir une intensité élevée plus longtemps, grâce à une thermorégulation plus efficace, cela peut poser problème. Regardons maintenant un autre aspect biomécanique absolument déterminant dans un combat, la colonne vertébrale. Le tigre possède une colonne vertébrale remarquablement flexible qui lui permet des changements de direction rapides, des attaques brusques et des mouvements élastiques indispensables à son style de chasse. Quand un tigre bondit sur une proie, sa colonne vertébrale fonctionne comme un ressort géant qui accumule et libère de l'énergie avec une efficacité stupéfiante. Des études menées au Royal Veterinary College de Londres ont montré que la colonne vertébrale du tigre présente une amplitude de flexion et d'extension plus importante que celle de n'importe quel autre grand félin. Cela lui confère un avantage au corps à corps, où la capacité à changer rapidement de position et d'angle d'attaque peut faire la différence entre la vie et la mort. Le lion, lui, a une colonne vertébrale relativement plus rigide, ce qui est lié à son adaptation évolutive à la vie dans la savane ouverte, où l'endurance et la stabilité, lors de courses longues, comptent davantage que la flexibilité explosive. Le lion est conçu pour tenir la distance lors de la poursuite d'une proie sur de longues distances, tandis que le tigre est conçu pour des charges courtes et dévastatrices à courte distance. Et enfin, le temps de réaction. Des mesures effectuées à l'aide de caméras à haute vitesse dans des eaux ont montré que les tigres ont des réflexes légèrement plus rapides que les lions. La différence n'est pas dramatique. On parle de quelques dizaines de millisecondes, mais dans un combat rapproché, où tout se joue à la fraction de seconde, un tel écart peut avoir des conséquences fatales. Je dois dire que lorsque je me suis plongé dans ce sujet et que j'ai étudié toutes ces études et ces données, j'ai moi-même été surpris de voir à quel point la biomécanique penche clairement en faveur du tigre. Ce n'est pas un seul paramètre sur lequel le tigre domine. Il domine pratiquement sur tous les paramètres pertinents dans un combat direct, plus lourd, mâchoire plus puissante, pattes avant plus fortes, colonne vertébrale plus flexible, réflexes plus rapides. C'est presque comme si la nature avait délibérément créé le gladiateur parfait pour un duel 1 contre 1. Le verdict, et ça nous amène au moment que vous attendiez depuis le début de la vidéo. Le verdict qui gagnerait un affrontement direct entre un lion et un tigre. Sur la base de toutes les données que nous avons passées en revue aujourd'hui, la réponse est claire, le tigre. Dans la plupart des scénarios modélisés d'un combat 1 contre 1, c'est le tigre qui l'emporte. Récapitulons pourquoi. Premièrement, l'avantage de poids. Le tigre est en moyenne 20 à 60 kg plus lourd selon les sous-espèces comparées, et ce poids est en grande partie du muscle pur. Deuxièmement, la force de morsure. 1050 livres par pouce carré pour le tigre contre 650 pour le lion,
un écart de plus de 60%. En combat réel, cela signifie que la morsure du tigre est dévastatrice et que le lion a nettement moins de chances de s'en dégager. Troisièmement, la puissance des pattes avant. Le tigre possède des membres antérieurs plus puissants et plus mobiles, ce qui lui donne l'avantage aussi bien debout qu'au sol. Quatrièmement, l'expérience du combat. Le tigre chasse seul toute sa vie, tue des proies plus grosses que lui et ne compte que sur ses propres capacités. Le lion, dans la nature, fonctionne avant tout comme un animal social et ses compétences de combat individuelles sont moins aiguisées. Cinquièmement, les archives historiques. La majorité des cas documentés, des arènes romaines aux incidents modernes en captivité, penchent en faveur du tigre. Sixièmement, l'avantage biomécanique. Colonne vertébrale plus flexible, réaction plus rapide, thermorégulation plus efficace. La crinière du lion offre un certain degré de protection, mais pas suffisant pour compenser tous ces désavantages. Le lion possède bien sûr sa propre force et ses propres capacités de combat, qui en font un adversaire dangereux, mais en comparaison directe avec le tigre, il n'a simplement pas assez d'atouts pour l'emporter statistiquement. Si l'on devait attribuer une probabilité en pourcentage, et là on flirte avec la limite de la spéculation scientifique, donc prenez ça comme une estimation indicative, la plupart des spécialistes des grands félins que j'ai consultés en préparant cette vidéo s'accordent à dire que le tigre l'emporterait dans un combat 1 contre 1 dans environ 70% des cas, ce qui signifie que le lion gagnerait dans environ 30% des cas. Ce n'est pas zéro. Le lion reste l'un des animaux les plus dangereux de la planète, et n'importe quel combat isolé pourrait tourner autrement. Mais si l'on simulait ce combat 100 fois, le tigre aurait l'avantage. Pourquoi sont-ils si différents? Mais, et c'est ma conclusion personnelle, celle que je veux que vous reteniez de cette vidéo, cette réponse à elle seule ne raconte que la moitié de l'histoire. Car la question de savoir qui gagnerait le combat est en réalité la question la moins intéressante. La question bien plus intéressante est « Pourquoi sont-ils si différents ?» Le lion n'a pas évolué pour gagner des combats contre des tigres. Le lion a évolué pour survivre dans la savane africaine. Un environnement où les proies sont rapides, dispersées sur d'immenses étendues et dangereuses. Dans cet environnement, la coopération compte plus que la force individuelle. La troupe est la véritable arme du lion. La capacité à coordonner la chasse, à défendre un territoire en groupe et à élever les petits collectivement, voilà ce qui fait du lion le roi de la savane. Et sur ce plan, le lion n'a vraiment aucune concurrence. Aucun autre grand félin n'accomplit ce que le lion accomplit. Le tigre, lui, a évolué dans un environnement totalement différent. Dans les forêts denses et les jungles d'Asie, où la visibilité est réduite, où les proies sont souvent plus grosses et plus fortes que le prédateur, et où la coopération n'a aucun sens, car dans une végétation dense, deux chasseurs se gênent plus qu'ils ne s'entraident. Dans cet environnement, l'individualisme est un avantage. La capacité à être invisible, silencieux et mortellement efficace en un seul instant d'attaque. Et sur ce point, le tigre est un maître absolu. La nature n'a pas créé un animal meilleur et un animal moins bon. La nature a créé deux spécialistes, tous deux parfaitement adaptés à leur environnement. Le lion est le roi de la savane, et le tigre est l'esprit de la jungle. Chacun est dans son propre monde imbattable. Mais quand on les sort de leur contexte naturel et qu'on les oppose dans une situation pour laquelle ils n'ont pas été créés, alors ce sont d'autres paramètres qui décident, la force brute, les capacités de combat individuelles, les prédispositions anatomiques pour un duel 1 contre 1. Et dans cette discipline précise, c'est le tigre qui domine. Mais ça ne veut pas dire que c'est un meilleur animal. Ça veut simplement dire que c'est un meilleur combattant en affrontement direct. Et c'est une énorme différence, parce que dans la nature, il ne s'agit pas de savoir qui gagne un combat direct. Il s'agit de savoir qui survit, qui parvient à se reproduire et qui parvient à transmettre ses gènes à la génération suivante. Et sur ce plan, les deux sont extraordinairement performants, chacun à sa manière. En fait, si on y réfléchit bien, toute cette obsession pour le combat lion contre tigre en dit plus sur nous, les humains, que sur ces animaux. Nous avons besoin de rivaliser, de comparer, de désigner des vainqueurs et des vaincus. La nature n'a besoin de rien de tout ça.
La nature ne décerne pas de médailles. Elle ne connaît pas le concept de roi des animaux. C'est nous, les humains, qui l'avons inventé parce que nous avons tendance à projeter nos propres structures sociales sur le monde qui nous entoure. Nous avons couronné le lion roi parce que sa crinière ressemble à une couronne, parce que son rugissement évoque un décret royal, parce que son regard rappelle celui d'un monarque. Mais la nature ne se soucie ni des trônes, ni des couronnes. Elle se soucie d'adaptation, de survie, d'efficacité. Et sur ce plan, le lion comme le tigre sont des champions absolus. Tous deux survivent sur cette planète depuis des millions d'années. Tous deux se trouvent tout en haut de la chaîne alimentaire. Tous deux incarnent la perfection évolutive dans leurs écosystèmes respectifs. Le seul véritable ennemi auquel ils font face n'est pas l'autre, c'est l'être humain, et c'est la pensée sur laquelle je veux vous laisser aujourd'hui. Plutôt que de débattre de qui est le plus fort, on devrait être davantage se demander comment garantir que ces deux animaux extraordinaires survivent pour les générations futures. Car le lion comme le tigre font face à des menaces immenses. Les lions ont perdu, ces 50 dernières années, plus de 40% de leur aire de répartition naturelle en Afrique. La population de lions sauvages est tombée, selon les estimations, à moins de 25 000 individus. Et les tigres, il reste environ 4 000 tigres à l'état sauvage. 4 000. C'est moins que le nombre de personnes que peut accueillir un stade de football moyen. 3 sous-espèces de tigres ont déjà disparu au cours du XXe siècle. Le tigre de Bali, le tigre de Java et le tigre de la Caspienne ont disparu à jamais. Alors oui, le tigre l'emporterait probablement sur le lion dans un affrontement direct. C'est la réponse à la question que vous vouliez entendre. Mais la question la plus importante, c'est de savoir si nous, en tant qu'espèce humaine, seront capables de garantir un avenir à ces deux prédateurs extraordinaires sur cette planète. Et à cette question, nous n'avons pas encore de réponse. Et maintenant, à vous de jouer. Aviez-vous vu juste? Étiez-vous convaincu depuis le début que le tigre gagnerait ou étiez-vous dans le camp du lion? Écrivez en commentaire ce que vous aviez prédit et si la vidéo d'aujourd'hui vous a surpris. Ça m'intéresse énormément de savoir si vous faites partie de ces 90% qui se trompent ou si vous saviez dès le départ comment ça allait se terminer. Un aspect qu'on aborde rarement, la psychologie. Mais avant de terminer, je veux m'arrêter encore un instant sur un aspect dont on parle rarement dans les vidéos de vulgarisation sur le combat lion-tigre, la psychologie des deux animaux. Car la façon dont un animal se comporte dans une confrontation ne dépend pas seulement de ses paramètres physiques. Elle dépend aussi de son tempérament, de son expérience et de sa réaction instinctive face à une menace. Les lions grandissent dans un environnement social riche en interactions hiérarchiques. Dès son plus jeune âge, le lion apprend à se comporter en groupe, à réagir à la dominance des autres mâles, à savoir quand reculer et quand se battre. Ce contexte social façonne fondamentalement la psychologie du lion. Le lion est habitué à ce qu'un affrontement suive un rituel. Deux lions se font face, montrent les dents, démontrent leur taille et leur force. La plupart de ces confrontations se terminent par le retrait de l'un des deux, sans aucun contact physique. Le lion est programmé, sur le plan évolutif, pour d'abord tenter l'intimidation et ne recourir au combat qu'en dernier recours. Le tigre, lui, ne connaît pas ce rituel. C'est un solitaire qui, toute sa vie, résout les confrontations simplement et directement. Soit il recule, parce que l'adversaire est trop fort, soit il attaque immédiatement, sans avertissement. Le tigre ne rugit pas avant d'attaquer. Le tigre n'adopte pas de posture menaçante préalable. Le tigre attaque, tout simplement. Et cette différence fondamentale dans l'approche du conflit peut être déterminante dans un combat. Pendant que le lion passe les précieuses premières secondes à faire une démonstration de force, le tigre attaque déjà. Et dans les combats entre grands félins, le premier coup décide souvent du vainqueur. Une étude fascinante de 2017 a analysé les schémas comportementaux des grands félins en captivité par analyse vidéo. Les chercheurs ont découvert que les tigres présentent un niveau plus élevé de ce qu'on appelle l'agressivité proactive, c'est-à-dire la tendance à initier une attaque sans provocation préalable, comparé aux lions, qui présentent un niveau plus élevé d'agressivité réactive, c'est-à-dire la tendance à ne se battre qu'en réponse à une menace immédiate. Autrement dit,
Le tigre est celui qui déclenche le combat et le lion est celui qui réagit. Et dans n'importe quel conflit, celui qui détient l'initiative possède un avantage stratégique. Un autre aspect psychologique intéressant est le seuil de douleur et l'endurance en combat. Les tigres, qui chassent seuls toute leur vie des proies dangereuses, ont une tolérance à la douleur et aux blessures manifestement plus élevée. Les archives de vétérinaires des parcs nationaux indiens documentent des cas de tigres qui ont continué à chasser malgré des blessures graves, des fractures aux pattes avant, des lacérations causées par les cornes d'une proie, voire un œil endommagé. Le tigre ne s'arrête pas parce que quelque chose lui fait mal. C'est une machine de survie, programmée pour se battre jusqu'au bout, parce que dans son monde, il n'existe pas de plan de secours. Il n'a pas de troupe pour le nourrir s'il est blessé. Soit il tue, soit il meurt de faim. Et ce pragmatisme sans compromis se manifeste aussi dans un affrontement hypothétique avec le lion. Le lion, dans la nature, quand il est blessé, peut se replier vers sa troupe où les femelles peuvent le protéger et le nourrir le temps qu'il guérisse. Ce filet de sécurité existe, et le psychisme du lion en a conscience. Ça ne veut pas dire que le lion soit lâche, absolument pas, mais ça signifie que son calcul instinctif du risque est différent. Le lion peut se permettre de battre en retraite, parce qu'il a un endroit où se replier. Le tigre ne peut pas se le permettre. Une histoire évolutive fascinante. Regardons maintenant un dernier aspect fascinant. L'histoire évolutive des deux espèces. Car comprendre comment le lion et le tigre ont évolué nous aide à comprendre pourquoi ils sont si différents. Le lion et le tigre se sont séparés d'un ancêtre commun il y a environ 3-5 millions d'années. C'est une période relativement courte à l'échelle de l'évolution, ce qui explique pourquoi ils restent génétiquement si proches qu'ils peuvent encore engendrer une descendance hybride, les fameux ligres et tigrons. Mais même en si peu de temps, l'évolution les a façonnés en créatures radicalement différentes. Les ancêtres des lions modernes ont quitté les zones boisées d'Afrique pour la savane ouverte, où ils ont dû s'adapter à la chasse dans un environnement offrant peu de couverts. Dans un tel environnement, la coopération est extrêmement avantageuse, car une proie en terrain découvert peut repérer un prédateur de loin et simplement s'enfuir. Un groupe de chasseuses qui encercle la proie de plusieurs côtés a bien plus de chances de réussir. Cette pression a conduit à l'évolution d'un comportement social totalement unique parmi les félins. La crinière du lion est une autre adaptation évolutive fascinante. On a longtemps supposé qu'elle servait principalement à protéger le cou lors des combats, mais des recherches récentes ont montré que sa fonction principale est en réalité un signal. La crinière indique aux autres lions la santé, la force et la qualité génétique de son porteur. Les mâles à la crinière plus sombre et plus dense ont des niveaux de testostérone démontrablement plus élevés et sont préférés par les femelles lors du choix d'un partenaire. La crinière est donc avant tout un outil de sélection sexuelle, pas une armure de combat. C'est un point important car beaucoup de gens avancent que la crinière donne au lion un avantage décisif au combat. En réalité, c'est plutôt une parure qu'une source de protection. Les ancêtres des tigres modernes ont pris la direction opposée. Ils sont restés dans les forêts denses et se sont progressivement spécialisés dans la chasse en milieu très couvert. Dans un tel environnement, la coopération est inutile, car la végétation dense ne permet pas la coordination de plusieurs chasseurs. À l'inverse, un chasseur solitaire et silencieux, capable de s'approcher discrètement de sa proie, possède un avantage énorme. L'évolution du tigre s'est donc orientée vers une force individuelle maximale, une technique d'embuscade parfaite et la capacité à tuer une proie d'un seul coup. Il est intéressant de noter que les deux stratégies évolutives sont incroyablement réussies. Le lion domine les plaines ouvertes d'Afrique, le tigre domine les forêts et les jungles d'Asie. Chacun est parfaitement adapté à son environnement. Le problème ne se pose que lorsqu'on les extrait de leur contexte pour les opposer dans une situation que l'évolution n'a jamais prévue. Et vous savez ce qu'il y a de plus remarquable dans tout ça ? Malgré des millions d'années d'évolution séparées, le lion et le tigre restent tellement proches qu'ils peuvent encore se croiser. Le ligre, croisement d'un mâle lion et d'une femelle tigre, est le plus grand félin du monde.
Un mâle ligre adulte peut peser plus de 450 kg et mesurer plus de 3-5 mètres de long. C'est un animal gigantesque qui combine les traits des deux parents, mais qui ne peut jamais apparaître dans la nature puisque les aires de répartition des lions et des tigres ne se chevauchent aujourd'hui pratiquement plus. Le tigron, croisement d'un mâle tigre et d'une femelle lion, est à l'inverse généralement plus petit que ses deux parents. C'est un phénomène génétique intéressant, lié à ce qu'on appelle l'empreinte génomique, mais c'est un sujet pour une vidéo à part entière. Le fait que le ligre soit bien plus grand que ses deux parents, tandis que le tigron est plus petit, révèle des interactions génétiques fascinantes entre les deux espèces et montre à quel point la régulation génétique de la taille corporelle est finement équilibrée chez les deux. Comment se déroulerait le combat concrètement ? Mais revenons à notre sujet principal. J'ai dit que le tigre l'emporterait probablement dans un affrontement direct dans 70% des cas. Voyons maintenant comment un tel combat se déroulerait probablement, pas comme dans un scénario de film d'action, mais sur la base de ce que l'on sait du comportement de combat des deux espèces. Au début de l'affrontement, les deux prédateurs adopteraient probablement une posture menaçante. Le lion tenterait d'intimider le tigre par son rugissement et en exhibant sa crinière. Le tigre répondrait par des feulements et des crachements, sont typiques que les tigres émettent lors d'une confrontation. Cette phase initiale durerait probablement à peine quelques secondes, car comme on l'a dit, le tigre a tendance à passer à l'action plus rapidement que le lion. Au premier contact physique, les deux se dresseraient probablement sur leurs pattes arrière et commenceraient à se frapper avec leurs pattes avant. C'est là que l'avantage du tigre en force des membres antérieurs et en mobilité de l'épaule se manifesterait. Le tigre porterait des coups plus rapides et plus puissants, tandis que le lion essaierait probablement de revenir à quatre pattes et d'adopter une posture plus défensive. Le moment clé surviendrait quand l'un des combattants tenterait de placer ses mâchoires sur le cou de l'autre. Si le tigre y parvenait, sa force de morsure dévastatrice de 1050 livres par pouce carré déciderait très probablement du combat. La crinière du lion ralentirait l'attaque, mais ne l'arrêterait pas. Si à l'inverse le lion parvenait à mordre le tigre au cou en premier, le tigre aurait de meilleures chances de se dégager grâce à sa musculature plus puissante et sa colonne vertébrale plus mobile. Le combat entier durerait probablement de l'ordre de quelques minutes, pas des heures. Les combats entre grands félins sont intenses, mais relativement courts, car la dépense énergétique est énorme. Les deux combattants s'épuiseraient rapidement, et le résultat dépendrait de qui parvient à utiliser son énergie le plus efficacement dans les premiers instants clés de l'affrontement. Et c'est là encore que se manifeste l'avantage du tigre. En tant qu'animal adapté aux attaques courtes et intenses, le tigre est au sommet de ses capacités dès les premières minutes du combat. Le lion, plutôt adapté à un rythme d'endurance et à des combats ritualisés, a besoin d'un peu plus de temps pour entrer en plein mode combat, et le tigre ne lui laisse pas ce temps. Regardons maintenant un dernier aspect qui revient souvent dans les discussions, la question de la motivation. Pourquoi le lion et le tigre se battraient-ils au juste ? Dans la nature, les animaux évitent généralement les confrontations inutiles, car chaque combat comporte un risque de blessure, et pour un prédateur sauvage, même une blessure relativement légère peut être fatale, car elle peut l'empêcher de chasser. Dans un environnement naturel, le lion et le tigre éviteraient probablement une confrontation directe. Tous deux sont suffisamment intelligents pour reconnaître le danger que représente l'autre. Les archives historiques d'Inde, où les aires de répartition du lion d'Asie et du tigre du Bengale se chevauchaient, suggèrent que les deux espèces avaient tendance à s'éviter mutuellement. Les confrontations survenaient surtout lorsque l'un des deux se retrouvait sur le territoire de l'autre sans possibilité de retraite. Mais dans le scénario hypothétique d'un affrontement qui suppose que les deux prédateurs sont motivés à se battre, ce sont des paramètres purement physiques et comportementaux qui décident et ceux-ci penchent en faveur du tigre, une question de symbolique culturelle. Je veux encore mentionner une chose liée à la perception humaine de ces animaux, car c'est, selon moi, la clé pour comprendre tout ce débat. Le lion possède, dans notre culture, une symbolique incomparablement plus forte que le tigre. Le lion figure sur les armoiries de dizaines de pays. Il est symbole de courage et de pouvoir royal. On le retrouve en héraldique, en littérature,
dans les contes, Aslan dans le monde de Narnia, Simba dans le roi lion, le lion comme signe du zodiaque. Toute notre civilisation est imprégnée de la symbolique du lion. Le tigre n'a jamais occupé une telle place dans la culture occidentale. Dans les cultures asiatiques, c'est différent. En Inde et en Chine, le tigre est un symbole vénéré de force et de pouvoir. Mais dans la tradition européenne, le tigre reste un animal plutôt exotique que la plupart des gens ne connaissent que par les zoos et les documentaires. Et c'est précisément ce préjugé culturel qui pousse la plupart des gens à supposer automatiquement que le lion est le plus fort, parce que le lion est le roi. Et un roi ne peut pas perdre, n'est-ce pas? Sauf que si, il peut perdre, parce qu'un titre n'est pas un argument scientifique. Fait intéressant, le titre même de « roi des animaux » est probablement né dans l'Égypte antique ou en Mésopotamie, des cultures qui n'avaient aucune expérience du tigre, car les tigres ne vivaient pas au Proche-Orient ou seulement en marge de leur aire de répartition. Si les Indiens de l'Antiquité avaient été à l'origine de cette dénomination, il est fort probable que le titre de roi des animaux serait revenu au tigre. C'est tout simplement un hasard historique qui a perduré pendant des millénaires. Et ça m'amène à ma seconde conclusion personnelle de toute cette recherche. Je pense que le débat sur qui gagnerait, du lion ou du tigre, est en réalité un débat sur notre capacité à abandonner nos préjugés et à accepter la réalité, même quand elle ne correspond pas à nos attentes. Beaucoup de gens, en apprenant que le tigre battrait probablement le lion, ressentent une forme de déception, comme si on venait de leur annoncer que le Père Noël n'existe pas. Le lion doit forcément être le plus fort, puisqu'on nous l'a toujours dit. Mais la science ne se soucie pas de ce qu'on a envie d'entendre. Elle se soucie de ce qui est. Et ce qui est, c'est fascinant en soi. On a là deux prédateurs extraordinaires, tous deux au sommet de la chaîne alimentaire, tous deux parfaitement adaptés à leur environnement, tous deux des chefs-d'œuvre de l'évolution, et l'un des deux est plus fort en combat direct. Ce n'est pas une tragédie, c'est simplement un fait intéressant. L'avenir de deux espèces menacées. Avant de conclure définitivement, disons quelques mots sur l'avenir de ces deux félins emblématiques, car ce sujet mérite bien plus d'attention que des combats hypothétiques. Le lion d'Afrique est classé comme espèce vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cela signifie que sa population décline et que sans protection active, il risque de basculer dans la catégorie des espèces menacées. Les principales causes de ce déclin sont la perte de l'habitat naturel due à l'expansion agricole, les conflits avec les populations humaines, notamment les éleveurs qui tuent des lions pour protéger leur bétail, et le braconnage. Dans certaines régions d'Afrique, le lion devient une rareté, là où il était encore courant il y a 50 ans. Le tigre est dans une situation encore pire. Il est classé comme espèce en danger. Au début du XXe siècle, on estimait qu'environ 100 000 tigres vivaient à l'état sauvage. Aujourd'hui, il en reste environ 4 500, dont la majorité en Inde. 3 sous-espèces, le tigre de Bali, le tigre de Java et le tigre de la Caspienne, ont disparu au XXe siècle. D'autres sous-espèces, comme le tigre de Chine méridionale ou le tigre de Sumatra, sont au bord de l'extinction. Il existe certes des programmes de conservation pour les deux espèces, et ces dernières années, des signaux positifs apparaissent. La population de tigres en Inde augmente lentement grâce à des mesures de protection strictes, et certaines réserves africaines parviennent à stabiliser leur population de lions. Mais la tendance globale reste préoccupante. Et vous savez ce qui est paradoxal ? Des millions de personnes débattent avec passion sur Internet pour savoir si un lion battrait un tigre. Mais seule une fraction d'entre elles consacre ne serait-ce qu'une pensée à la question de savoir si ces deux prédateurs existeront encore dans 50 ans. C'est le tigre qui gagne le combat, mais c'est l'être humain qui gagne la bataille pour l'espace vital. Et c'est ça, la véritable équation effrayante. Alors, aviez-vous vu juste ? Écrivez-le en commentaire. Dites-moi si vous avez toujours cru au lion ou si vous soupçonniez que le tigre avait l'avantage. Dites-moi ce qui, dans cette vidéo, vous a le plus surpris. Et surtout, dites-moi si vous voulez qu'on aborde d'autres comparaisons du même genre. On prévoit de traiter grizzly contre ours polaire, orque contre grand requin blanc, gorille contre chimpanzé.
Chacune de ces comparaisons regorge de surprises et de découvertes scientifiques qui bousculent les idées reçues. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, mettez un pouce bleu, ça nous aide énormément avec l'algorithme et permet à ces vidéos d'atteindre d'autres passionnés de nature. Partagez la vidéo avec un ami que vous savez être un fervent défenseur du lion et regardez sa réaction en découvrant la vérité. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à Mystère de la Faune, c'est le moment idéal, car une saison pleine de sujets incroyables nous attend.